Bonjour et merci. Le partage est arrêté. Ok, comme ça. Parfait. Excuse-moi. Bonjour et merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation et la participation à cette colloque. Et donc, mon intervention porte, le titre, c'est Femmes en marche, resémantiser l'espace public lors des journées des 5 et 6 octobre 1789. Ça serait plutôt plus correct de parler de resignification plutôt que de resémantisation, mais c'est une précision que je voudrais faire. Donc, l'historiographie de la Révolution française possède une tradition longue et complexe. Mais cela ne signifie pas pour autant que la recherche sur cet événement fondateur de la modernité soit achevée. Au contraire, ces dernières décennies voient l'émergence de nombreux outils interprétatifs que les chercheuses et les chercheurs ont pu ajouter à ceux déjà existants, notamment grâce à une féconde interdisciplinarité qui a permis au travail historique d'intégrer en son sein des suggestions et des catégories issues d'autres disciplines. Par exemple, des études comme celle de Lynn Hunt ou Mona Ozouf sur la culture politique révolutionnaire ont permis de montrer que le processus révolutionnaire n'impliquait pas seulement un changement de régime, mais aussi une reconfiguration des structures symboliques. L'intérêt porté à cet aspect implique également une attention à l'espace, qui s'est notamment concrétisée dans des études centrées sur la microhistoire urbaine des quartiers parisiens, comme dans les travaux de Garriock ou Jones, ou encore sur l'histoire des usages symboliques ou non des espaces urbains. En effet, la politique et les lieux sont profondément liés et peut-être même ne peuvent-ils être véritablement pensés séparément. Le premier problème est celui de la définition. D'Euclide à Chomsky, les façons de penser et de comprendre l'espace ont été innombrables, souvent structurées autour d'une distinction entre matière et concept, entre espace physique et espace abstrait. Toutefois, la définition qui me semble problématiser au mieux la question de l'espace est celle proposée par Henri Lefebvre dans La production de l'espace, une œuvre de 1974 assez dense et dans laquelle l'espace apparaît justement comme un produit social et non comme un objet donné ou un fond neutre. Penser l'espace en ces termes, c'est-à-dire non comme un objet ni comme une chose en soi, mais comme un champ traversé de forces, ouvre alors la voie à de nouvelles interprétations, puisque tout espace, qu'il soit urbain ou rural, architectural ou symbolique, cesse d'être une simple référence géométrique pour devenir un objet historiquement et dialectiquement construit, à travers des relations sociales, des pratiques, des institutions, des idéologies et des luttes politiques. S'il est aujourd'hui acquis que 1789 représente un seuil de politisation généralisée, la manière dont cette politisation s'est inscrite dans l'espace urbain constitue en conséquence un champ de recherche particulièrement pertinent. La ville, l'espace, l'environnement au sens large devient alors partie prenante des processus qui les traversent, ceux des subjectivations politiques, des renégociations de l'autorité, de restructuration de l'ordre symbolique. Pour cette intervention, j'ai choisi de prendre les journées des 5 et 6 octobre 1789 comme exemple paradigmatique d'une reconfiguration politique de l'espace et de son sens. Non seulement parce que l'espace physique est resignifié par les événements de ces deux journées, mais aussi parce que ce sont surtout des femmes qui en sont les actrices. C'est donc aussi l'espace public traditionnellement réglementé d'un autre et selon des normes masculines qui est redéfini par leur initiative politique. La contribution des femmes est d'autant plus intéressante dans la perspective que nous adoptons ici, car elle montre clairement comment le quotidien et l'urbain coïncident dans l'espace et comment cette coïncidence a contribué à l'émergence d'un certain type d'initiative politique. Une initiative née du prix du pain et de la farine, mais qui représente aussi un certain espace de pratique politique trouvé dans les interstices d'un système politiquement excluant pour les femmes. Comme nous le savons, les journées d'octobre 1789 sont comptées parmi les grandes journées de la Révolution et sont connues notamment pour la marche des femmes sur Versailles et pour les transferts de la famille royale à Paris. Selon le compte-rendu détaillé publié dans la Gazette nationale, le Moniteur universel, les 5 octobre, des milliers de femmes des Halles de Paris marchent en direction de Versailles, répondant dès l'aube à l'appel au tambour d'une jeune fille sortie dans la rue en criant qu'elle veut du pain.
Paris est assiégé depuis des semaines par la pénurie de farine et de pain. Et la nouvelle de somptueux banquet à Versailles en l'honneur du régiment de Flandre renforce le soupçon qu'un complot, presque certainement aristocratique, se cache derrière les privations de la capitale. Des faubourgs également, de nombreuses formes rejoignent ces cortèges improvisés, se dirigeant vers l'hôtel de ville, centre de pouvoir municipal parisien. Pourtant, mais les mairies Bailly et Lafayette deviennent la cible de la colère des femmes, jugées incapables d'en adapter à leur rôle, puisque depuis des semaines, la question des graines reste sans solution. La fureur des femmes est incontrôlable. Arrivée devant l'hôtel de ville, elle réussit à forcer les cordons des gardes à cheval à coups de jets de pierre, tente de prendre l'assaut de l'arsenal et y parvient finalement avec l'aide d'une foule d'hommes armés qui, en les rejoignant, leur permettent de s'emparer des armes et des 12 pièces d'artillerie. L'hôtel de ville est ainsi pris d'assaut et la situation de l'ordre public semble se diriger vers des conséquences encore plus graves. C'est à ce moment que Stanislas Maillard, déjà volontaire lors de la prise de la Bastille, tente à prendre la tête de la protestation pour empêcher que les désordres ne s'aggravent. Il essaye de convaincre les femmes de déposer les armes et de se mettre à leur tête pour les conduire à Versailles, à l'Assemblée nationale et auprès du roi. D'autres volontaires de la Bastille l'accompagnent et ensemble, ils parcourent les 14 km sous la pluie. Arrivées à Versailles, les femmes veulent à tout prix entrer à l'Assemblée nationale. Les moniteurs rapportent que ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que Maillard parvient à organiser une délégation de 15 femmes pour y pénétrer et rencontrer Mounier, à qui elle demande une audience avec le roi, je cite, pour lui présenter les tableaux affligeants de la ville de Paris. Dans son exposé justificatif, Mounier écria aussi « Les femmes m'environnèrent en me déclarant qu'elles voulaient m'accompagner chez le roi. J'ai beaucoup de peine à obtenir à force d'instance qu'elles n'entraient chez le roi qu'un nombre de 6, ce qui n'empêcha point qu'un grand nombre d'elles de former notre cortège. La marche des femmes sur Versailles contient en elle-même à la fois des éléments de continuité et de nouveautés. L'élément de continuité est lié à une tradition de participation des femmes à certaines formes de protestation populaire, notamment celles liées aux crises de subsistance. La nouveauté réside dans le fait que la portée de cet événement est sans précédent, non seulement en raison du nombre de femmes, de l'ordre de plusieurs milliards, et ce qui rend la dimension spatiale de la protestation particulièrement significative, mais aussi parce qu'il prend une forme plus politique que par le passé. Nous disions à l'instant que plusieurs sources rapportent que les femmes, en convergeant vers l'hôtel de ville, ne ménageaient ni insultes ni accusations à l'égard des hommes, jugés incapables de défendre les intérêts de leur propre communauté. Il ne s'agissait pas seulement d'un cri d'exaspération, mais bien d'une revendication d'un rôle politique. Il faut en effet préciser qu'en octobre 1789, les femmes vivent encore dans une condition d'exclusion légale de l'exercice des droits politiques. Comme l'écrivait clairement Sieyès dans les préliminaires de la Constitution, tous les habitants d'un pays doivent y jouir des droits des citoyens passifs. Tout ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc. Mais tous n'ont pas droit à prendre une part active de la formation des pouvoirs publics. Tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l'état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueront à rien à soutenir l'établissement public, ne doivent pas influer activement sur la chose publique. La subjectivité politique des femmes est donc manifestement encore non reconnue. La politique est un espace occupé et ordonné selon des règles masculines où les genres constituent une véritable barrière à l'entrée. Dorine Dautram souligne d'ailleurs que la vertu civique elle-même dans les langages révolutionnaires est déclinée au masculin. Les citoyens est viril, rationnel, autonome. La femme est associée à la sphère de la nature, de l'émotion, de la passivité. Ces schémas qui trouvent déjà ses antécédents dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert semblent renforcés par la première culture politique révolutionnaire. La femme représente les domaines du privé et ne peut donc être un sujet politique autonome. Le terme citoyen s'applique aux femmes uniquement en tant que membres de la famille d'un véritable citoyen, les maris ou les pères. La citoyenneté passive s'accompagne d'une reconnaissance également limitée sur le plan social. Contrairement aux hommes dont l'identité sociale au cours du XVIIIe siècle était définie par leur profession, les femmes ne pouvaient que rarement bénéficier d'une reconnaissance liée à leur métier. Un cas singulier en ce cas est sans doute celui des femmes du marché.
qui jouissaient d'une subjectivité plus reconnue que celle d'autres femmes, presque de type corporatif, consacrés par les privilèges que Louis XV leur accordait de féliciter la famille royale à la naissance d'un héritier ou à l'occasion d'une victoire, ou encore de siéger dans la loge de la reine lors de la représentation gratuite de la Comédie Française. Le 7 août 1789, une délégation des Dames des Halles s'est même rendue à Versailles pour féliciter la famille royale d'avoir accepté la rédaction d'une constitution. C'est aussi en vertu de ce type de statut, si l'on peut dire ainsi, que les femmes du marché se chargent de certaines revendications collectives, comme celles liées à la subsistance. Leur position centrale dans l'organisation de la vie familiale fondait leur inquiétude concernant les prix des denrées alimentaires, leur disponibilité et leur qualité. Il revenait donc aux femmes de mettre en évidence l'échec du gouvernement à assurer leur approvisionnement en blé, de dénoncer l'utilisation des matières premières de mauvaise qualité, de surveiller l'évolution du prix. Cela dit, même si leur subjectivité était davantage reconnue que celle d'autres femmes, elle restait fortement liée à la dimension du quartier et au réseau de relations qui s'y tissaient. La majorité de l'activité féminine dans le Paris du XVIIIe siècle reflétait cette spatialité. Cependant, à l'intérieur des quartiers, les rôles des femmes avaient une véritable centralité, voire une autorité morale propre, qui s'étendait depuis les marchés à une fonction presque régulatrice dans la vie de la communauté, notamment lors des révoltes contre les officiers de justice venus expulser des locataires ou contre les agents de police procédant à l'arrestation des mendiants ou des débiteurs. Sur les marchés comme dans les rues, ce sont généralement les femmes du quartier qui rassemblent la foule pour se défendre. Comme l'a souligné Garrioch, ces rébellions visaient généralement la police, les corporations ou toute autre autorité extérieure venue dans les quartiers pour arrêter ou expulser quelqu'un ou pour saisir des biens. Il est donc significatif que dans le cas des journées d'octobre, la protestation ne reste pas confinée au marché ou au quartier, mais se projette en dehors du périmètre où les femmes avaient consolidé cette forme de subjectivité. Et c'est justement grâce à ces sauts qualitatifs que l'on peut inscrire les journées d'octobre, non seulement parmi les grandes journées, mais aussi parmi les épisodes des protagonistes politiques féminins les plus marquants de l'époque moderne. Surtout, elles ont produit des résultats politiques concrets. L'une des femmes ayant fait partie de la délégation à l'Assemblée, Marie-Louise Chéret, écrit un court compte-rendu de ces raisons, diverses et en partie aussi politiques, qui ont poussé les femmes la matin du 5 octobre à se rendre vers le siège du gouvernement parisien. Vers 8 heures, je cite, vers 8h30 du matin, beaucoup de femmes se présentèrent à l'hôtel de ville. Les unes demandèrent à parler à M. Bailly et Lafayette pour savoir pourquoi on avait tant de peine à avoir du pain et si cher. D'autres voulaient, mais absolument, que le roi et la reine venissent à Paris et demeuraient au Louvre, où ils seraient, disait-elle, infiniment mieux qu'à Versailles. D'autres, enfin, exigeaient que ceux qui avaient des cocards noirs les quittaient sur les champs, que n'a renvoyé les régiments de Flandre et les gardes du corps, que leur majesté ne se point d'autre garde que les soldats nationaux parisiens. Elle rapporte également ce qu'elle obtire directement de l'Assemblée. Et je cite, « Malgré l'esprit de crainte que nos bons amis ont répandu parmi les calotins, dont plusieurs ont levé les sièges, les honorables membres de l'Assemblée nationale, croyant s'apercevoir qu'elle était décidée absolument à ne se pas retirer avant qu'il n'eût quelque chose de réglé une bonne fois pour tous, accordèrent à nos 12 députés une nouvelle interdiction des sports élégants, la promesse que le blé serait taxé à 24 livres, prix honnête pour que les pains fussent bon marché et à la portée des citoyens même les moins aisés, que la viande ne vaudrait que 8 sous la livre. À cela s'ajoute naturellement le fait d'avoir ramené à Paris la famille royale. La sortie des Halles, à la tête d'un cortège se dirigeant vers le centre de pouvoir urbain, l'hôtel de ville, constitue déjà un acte de reconfiguration de l'espace qui s'effectue par une transgression de l'ordre symbolique à plusieurs niveaux. Et ce ne sera pas le seul. Avoir projeté au-delà du marché leur subjectivité en émission de fait une protestation à laquelle se joignent ensuite aussi des hommes, équivaut à investir l'espace urbain d'une signification nouvelle en le reconfigurant comme un espace disponible à l'exercice d'une forme de politisation hétérodoxe par rapport aux coordonnées traditionnelles, culturelles et juridiques, qui assignait aux femmes une citoyenneté incomplète, les confinant dans des cadres rituels bien précis, comme par exemple les processions religieuses. L'espace physique reste la même,
mais une barrière de genre est bel et bien franchie de manière collective, comme le prouve le fait que de nombreux hommes se joignent à l'initiative lancée par les femmes. Certaines réactions à la marche permettent de mieux comprendre à quel point cette appropriation de l'espace urbain était perçue comme inhabituelle. Dans la procédure de l'enquête instruite par le Châtelet après les journées d'octobre, on trouve de nombreux témoignages évoquant des hommes déguisés en femmes lors de la marche, signe manifeste de la difficulté à concevoir que des femmes puissent exercer un tel type de protestation. Au cours des premiers mois de la Révolution, les centres de pouvoir ne se sont pas seulement déplacés, ils se sont multipliés, fragmentant l'autorité et redéfinissant le lieu dévolu à son exercice. Assemblées, municipalités, clubs politiques, places publiques et comme nous l'avons vu, même les marchés se sont transformés en espaces de décision, de conflits et de représentation. La géographie du pouvoir est donc en pleine transformation. Elle ne reflète plus l'ordre centralisé de l'ancien régime, mais une nouvelle répartition des forces sociales et politiques. Cette redéfinition montre que l'espace n'est pas un contenant neutre, mais l'un des terrains sur lesquels et à travers lesquels le pouvoir prend forme. C'est dans les lieux et par les lieux que le pouvoir s'exerce, se structure, se justifie, se remet en question ou bien est défié, contesté, renégocié. Tout espace traversé ou disputé devient un enjeu politique qui entre, qui est exclu, qui en contrôle l'accès et quelles pratiques s'y déroulent sont des éléments qui reflètent les rapports de force. Et leur transformation équivaut à une transformation de ces rapports de force. L'Hôtel de Ville est un bâtiment situé au cœur de la ville, siège du gouvernement municipal favorable à la Révolution, où le pouvoir local est à la fois centralisé et matérialisé. C'est le lieu d'exercice d'une autorité civile et révolutionnaire, un lieu clé pour la légitimité même de la Révolution, à la fois centre fonctionnel et réservoir symbolique pour la construction identitaire et politique. C'est un lieu institutionnel réservé au pouvoir politique et donc interdit aux femmes. L'irruption féminine renverse cette exclusion. Les femmes qui entrent à l'Hôtel de Ville réduisent la distance entre le peuple et les autorités révolutionnaires, remettent en question une configuration de pouvoir interne à la Révolution et en renégociant les conditions de légitimité. Plus encore, dans un moment de rupture et de reconfiguration sans précédent de structures politiques traditionnelles, une action menée dans les lieux qui incarnent la Révolution affirme que la reconnaissance collective, et non seulement celle des citoyens actifs, est nécessaire à la légitimité révolutionnaire en construction et que le corps de la nation naissante ne peut être pensé comme divisé. Cela apparaît encore plus clairement si l'on considère que la nation, à ce stade, est encore comprise comme incluant la monarchie. La question est donc, à plus forte raison, symbolique et concerne les positionnements par rapport au nouvel ordre en cours d'élaboration. Famcheret, dans son court récit, exprime clairement, en parlant de la marche à l'Aïd reçue de Mayad et Ouillot devant l'Hôtel de Ville, je cite, « Ces héros qui ont voulu ajouter à l'orgueil du 14 juillet l'honneur de faire encore connaître à l'Assemblée nationale l'origine du malheur du peuple, sans lesquels les plus grands monarques ne sont absolument rien. » Comme l'a souligné Suzanne Desanne, l'invention de la politique parlementaire exigea une redéfinition de l'espace. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale constitue un autre lieu clé, également organisé spatialement de manière très précise. À la fin du mois de juillet, les représentants ont entrepris une série de modifications architecturales dans la salle de séance, en l'aménageant comme une sorte d'amphithéâtre ovale avec des bancs pour les débats. Le tronc royal fut retiré, remplacé par une tribune avec des structures surélevées pour les présidents et la table des secrétaires. Sur le plan législatif aussi, des règles strictes furent codifiées afin de légitimer, consacrer et organiser cette dynamique spatiale. Un décret du 29 juillet, par exemple, réglemente l'accès à l'arène législative. À quelques exceptions près, seuls les députés avaient accès au paquet de l'Assemblée. Et même pour eux, il était interdit de montrer sur les estrades pour parler en privé avec le secrétaire ou le président. Seuls les groupes autorisés à prendre la parole ou à présenter une pétition pouvaient montrer à la tribune située en face du fauteuil du président, et les tribunes furent divisées entre les publics et les groupes spécialisés. La gestion de l'espace à l'Assemblée nationale peut être lue comme le reflet d'une transformation profonde des mécanismes de construction, d'exercice et de représentation du pouvoir politique.
Il ne s'agit pas seulement d'une réorganisation logistique ou architecturale, mais d'un geste politique structurel qui met en scène, rend visibles les nouvelles ordres d'information. La régulation de l'espace sert à légitimer les nouveaux pouvoirs, codifier l'accès, établir qui peut prendre la parole, définir des frontières de la scène politique, renforce l'idée que les pouvoirs parlementaires est ordonné, rationnel et fondé sur la loi. L'espace traduit visuellement les passages d'un pouvoir personnel à un pouvoir collectif. Les pouvoirs ne résident plus dans la personne du souverain, mais dans un corps collectif qui se donne des règles, des procédures, une représentation où la souveraineté populaire est admise mais canalisée. Le peuple peut assister, parfois intervenir par pétition, mais dans des limites bien définies. Les pouvoirs s'ouvrent, mais ce ne dissout pas. Ils se réorganisent. L'entrée des femmes à l'Assemblée nationale le 5 octobre bouleverse une grande partie de cette codification. Jusqu'à ce moment-là, l'Assemblée nationale était par définition un espace masculin. Les femmes pouvaient assister, mais pas participer. Le 5 octobre, cette séparation est brisée, car les femmes entrent non comme spectatrices, mais comme actrices politiques, occupant physiquement un lieu d'où elles étaient excluses. La médiation représentative que l'Assemblée avait construite s'est perçue également. Les femmes ne délèguent pas, ne passent pas par les canaux formels ou par les députés. Elles se présentent en personne et posent directement leurs revendications aux représentants, même si c'est sous la conduite des maillards. Dans ce geste, la grammaire de l'espace parlementaire se désarticule. Même temporairement, l'espace de l'Assemblée est resignifié par l'immédiateté de la présence populaire, mettant au défi les rapports entre représentants et représentés. L'assaut contre le palais de Versailles du 6 octobre joue un rôle central dans la décision du roi d'accepter son transfert, ainsi que celui de sa famille à Paris. En ce sens, on peut donner raison à Michelet lorsqu'il écrivait « Les hommes ont fait le 14 juillet, les femmes le 6 octobre. Les hommes ont pris la Bastille royale et les femmes ont pris la royauté elle-même, l'ont mise aux mains de Paris, c'est-à-dire de la Révolution. » Il est intéressant d'observer comment la resignification de l'espace au cours des journées d'octobre suit un crescendo, atteignant la cœur même de la monarchie, les symboles de la tradition, les sommets du pouvoir, un pouvoir dont l'absolutisme est déjà remis en question depuis plusieurs mois et qui, aussi sur le plan symbolique, devient désormais contestable. Bien que la révolution de l'été-automne 1789 ne rejette pas encore la monarchie, elle est la redimension sans aucun doute. On pourrait même dire, dans une certaine mesure, qu'elle commence à la désacraliser. Versailles n'était pas seulement une résidence royale, mais le cœur symbolique de l'ordre monarchique absolu. Comme l'a montré Norbert Elias, la cour était non seulement un espace, mais une organisation sociale en soi, structurée comme un système hiérarchique rigide, conçu pour concentrer l'accès au roi et renforcer son aura sacrée par les cérémoniales, l'espace et le contrôle social. Versailles est donc le produit symbolique de l'Ancien Régime, une architecture qui exprime et reproduit les pouvoirs absolus, la centralisation monarchique, la hiérarchie sociale et la distance entre les souverains et les sujets. C'est un espace représentatif au sens lefévrien, dans lequel les pouvoirs se mettent en scène et se légitiment à travers la forme et l'ensemble des règles qui régissent la vie en son sein. Pour Henri Lefebvre, l'espace est avant tout un champ de conflit. L'assaut contre les palais de Versailles désarticule l'espace monarchique, le profane, le désacralise et le redéfinit à travers un geste révolutionnaire. L'entrée du peuple, et en particulier des femmes, à l'intérieur du palais, rompt la représentation spatiale du pouvoir. L'autorité monarchique perd ainsi sa légitimité spatiale parce que son espace est violé. C'est peut-être encore plus l'émergence d'un contre-espace, d'un espace différentiel, concept clé chez Lefebvre, qui désigne un espace produit par des sujets marginalisés et, en l'occurrence, les femmes, le peuple de Paris, comme alternative à l'espace institutionnel dominant. Dans cette perspective, le geste du 6 octobre n'est pas seulement déstructurant, il est aussi productif. Il produit un nouvel espace politique dans lequel le pouvoir ne réside plus comme dans un corps isolé, mais est transporté à Paris, sur les regards du peuple. Comme Lefebvre le soutient, les contre-espaces préfigurent de nouvelles formes sociales. Le retour du roi à Paris marque non seulement une défaite symbolique de la monarchie, mais aussi une réorganisation spatiale du pouvoir selon les logiques révolutionnaires. Dans le contexte plus large de la Révolution française, la théorie de Lefebvre nous permet de voir la ville révolutionnaire comme un laboratoire de nouvelles spatialités,
dans lesquels les rues, les places, les bâtiments politiques deviennent des lieux traversés par de nouvelles pratiques, de nouvelles subjectivités, de nouveaux rapports. Le 6 octobre, Versailles cesse d'être le centre de pouvoir. C'est Paris qui le devient, en tant que le centre symbolique et pratique d'une souveraineté en cours de redéfinition. Ce déplacement matériel du roi et de l'Assemblée est aussi une transformation de l'espace social de la politique. En guise de conclusion, j'espère que cet exposé aura permis de comprendre l'importance de penser l'espace comme une forme organisée à partir de la manière dont s'y articulent les relations et s'organise symboliquement la vie. L'espace est donc un produit profondément historique, dans la mesure où ces formes d'organisation sont historiquement déterminées. La pendant dimensionnelle du temps, un régime complémentaire à celui de l'historicité tel que défini par Artaud. Il y a un très beau passage d'un essai d'un auteur italien peut-être peu connu en France, Furio Iesi, qui a beaucoup travaillé sur la dimension mythologique et symbolique de la politique. Je pensais introduire un bref extrait pour conclure cette intervention. On peut aimer une ville, reconnaître ses maisons et ses rues dans les souvenirs les plus lointains et les plus secrets. Mais ce n'est qu'à l'heure de la révolte que la ville est véritablement ressentie comme le haut lieu, et en même temps comme sa propre ville. Propre parce qu'elle appartient à moi et en même temps aux autres. Propre parce qu'elle devient le champ d'une bataille choisie par soi-même et par la collectivité. Propre parce qu'elle devient un espace circonscrit où le temps historique est suspendu et où chaque acte a une valeur en soi dans ses conséquences absolument immédiates. On s'approprie une ville en fouillant ou en avançant, au rythme alterné des assauts. À l'heure de la révolte, on n'est plus seul dans la ville. Je vous remercie.